Whisper. Whisper. Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. C'est le dilemme par excellence des jeunes diplômés. D'un côté, la flexibilité, l'aventure collective, le dress code à la cool et pourquoi pas le baby-foot à la pause déj. De l'autre, la stabilité, la rigueur, les plans de carrière et peut-être même des vacances payées par le CE. D'un côté, la start-up et de l'autre, le grand groupe. Comment faire son choix entre ces deux univers ? Sont-ils si différents que ça ? Quelle structure choisir pour quelles attentes ? Aujourd'hui, on fait le tour d'horizon des avantages et des inconvénients de ces deux entités. Et pour ce faire, j'ai fait appel à Roland Berger. C'est le premier cabinet de stratégie d'origine européenne. Ces consultants conseillent les plus grandes entreprises internationales, tout en revendiquant une culture d'entreprise proche de celle des startups. J'ai décidé de commencer mon exploration par les grands groupes. Rémi, senior consultant chez Roland Berger, peut en parler puisque sa première expérience professionnelle, il l'a faite chez PSA en Chine. Bonjour Rémi. Bonjour. Dans ton parcours, tu as pu expérimenter le travail dans des grands groupes. Est-ce que tu en gardes un bon souvenir ? Ouais, alors tout à fait. J'ai expérimenté les grands groupes. J'en garde plutôt un souvenir très positif. Ça a de très bons avantages. C'est que ça permet de bien découvrir une fonction, un métier, une industrie, de devenir quasiment expert. Il y a des gens qui sont de très haut niveau aussi dans les grands groupes, qui vous accompagnent et qui vous font vraiment monter en compétences et découvrir les sujets vraiment en détail. Et ça a aussi un autre avantage, c'est que ça permet de piloter, de travailler sur les projets de bout en bout, c'est-à-dire non seulement souvent de définir les grandes lignes initiales, mais aussi d'aller jusqu'à l'implémentation finale du projet. Et qu'est-ce qui définit un grand groupe, d'après toi, en termes de culture d'entreprise, d'organisation, de partage du travail ? Quels sont les grands codes qu'on peut retrouver d'un grand groupe à un autre ? Je pense qu'un grand groupe, ça traduit avant tout une envergure qui est mondiale, donc une présence sur différentes géographies. Ça implique également un très grand nombre d'employés. On va très vite se retrouver sur des choses supérieures à 10 000, voire 50, 100 000, 5 000 employés. Donc ça pousse des organisations qui sont très cadrées, relativement processées. On va plus avoir tendance à travailler sur un sujet très particulier et pas forcément toucher à tous les autres. On va peut-être un peu avoir moins tendance à avoir la big picture, comme on dit dans le conseil. Et donc, on se focalise sur son métier, sur sa compétence et sur une expertise. On met souvent en avant les avantages des grands groupes, que ce soit les salaires, les primes, le CE. C'est quelque chose qui compte, d'après toi, dans le choix d'un poste ? Et est-ce qu'on peut se renseigner sur ces avantages avant de rejoindre une entreprise ? Je pense que c'est quelque chose qui compte effectivement dans le choix d'un poste. Il faut regarder l'ensemble de la valeur proposée par le groupe au moment de choisir. Et chacun a des affinités particulières. Je pense que des grands groupes comme EDF, enfin des anciens groupes publics, sont réputés pour avoir de très bons avantages. Et effectivement, ça fait partie du processus de prise de décision. Et comment on peut se renseigner là-dessus avant de rejoindre une entreprise ? Est-ce que c'est des questions qu'on peut poser en entretien, d'après toi ? C'est pas des questions que je poserais de prime abord, pas tout de suite. en premier aux entretiens, effectivement, mais je pense qu'on peut toujours se renseigner auprès de personnes, soit de notre entourage, soit qu'on contacte des anciens de nos écoles ou qu'on trouve sur LinkedIn, et ces personnes-là seront toujours ravies de vous partager d'une part ce qu'ils pensent du groupe de l'intérieur, quels sont les avantages et les inconvénients, mais aussi de toutes ces petites questions qui peuvent être intéressantes à poser en amont. Tu dirais qu'il y a plus de possibilités d'évolution de carrière dans un grand groupe qu'en start-up ? Je pense que les carrières sont différentes. Dans un grand groupe, on va plus travailler sur le temps long. Il faut souvent peut-être avoir tendance à se projeter un peu plus sur 5, 10, 15 ans. Parce qu'on va justement dans l'implémentation des projets et ça prend un peu plus de temps. Après, on voit beaucoup de gens qui font carrière dans les grands groupes ou qui font carrière dans plusieurs grands groupes, qui ont des très belles carrières à la fin. Alors que dans les startups, on va plus avoir, je pense, tendance à rentrer directement, à être très hands-on sur les sujets, à pouvoir avoir assez vite des responsabilités. Mais bon, après, ça dépend aussi de l'avenir de la startup. Qui lui, malheureusement, toutes les startups ne passent pas forcément les 2, 3, 4 ans. Quoi. On est plus tributaire de la santé de la startup, entre guillemets. Exactement.
Donc là, tu viens de parler de temps long concernant les grands groupes. C'est un peu peut-être le cliché que j'ai en tête, c'est la lenteur des process, des prises de décision, et peut-être une certaine rigidité également. Est-ce que toi, ce sont des choses que tu as pu observer ? Alors c'est quelque chose qui existe, je pense que c'est pas que des clichés, je pense qu'il faut pas non plus que le voir de manière négative, parce que c'est quand même des processus qui sont très rodés d'investissement, qui fonctionnent, parce que ces groupes existent toujours et depuis très longtemps. Moi, j'ai eu la chance d'être dans un grand groupe, mais dans une entité un peu à part, qui était sur un marché en très forte croissance, donc sur lequel on était peut-être beaucoup moins structuré, processé et organisé, et la prise de décision était beaucoup plus rapide, liée à cet environnement très dynamique. Je pense que c'était un peu un sweet spot que je pourrais recommander, parce que ça permet d'avoir d'une part la connaissance, l'avantage, la découverte du grand groupe, tout en ayant un esprit plus entrepreneur et des temps d'exécution beaucoup plus rapides. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de grands groupes qui veulent justement changer cet aspect-là et aller parfois, en tout cas dans certains départements, vers des manières de travailler un peu plus souples et un peu plus rapides. Je pense qu'effectivement, il y a une transformation qui a lieu dans ce sens. Je pense que cependant, ça ne concerne pas forcément tous les grands groupes, ni la totalité des grands groupes quand on les considère comme une entité. Et à nouveau, c'est des processus qui sont un peu longs, parce que les habitudes de travail existent depuis très longtemps et c'est jamais facile de les changer du jour au lendemain. Et est-ce que d'après toi, il existe des personnalités plus aptes à s'épanouir en évoluant dans des grands groupes ? Je pense que les personnalités qui aiment les choses plus cadrées, avec une tâche qui est relativement claire, qui sont peut-être aussi parfois plus techniques, notamment je pense sur des postes de R&D, ce genre de choses, peuvent vraiment se plaire dans l'environnement grand groupe, parce que c'est de la vraie recherche, c'est de la vraie conception, et c'est là qu'a lieu la vraie innovation, entre guillemets. Et à l'inverse, c'est, je pense, des profils qui auront beaucoup plus de mal en start-up, parce que peut-être avec un esprit entrepreneur moindre, et donc qui ne serait pas forcément à l'aise dans cet environnement très changeant. Très concrètement, qu'est-ce qu'on peut gagner comme qualité personnelle ou professionnelle en évoluant dans un grand groupe ? C'est cette organisation, cette technicité dans le travail et cette rigueur ? Dans un grand groupe, on va clairement apprendre à bien structurer un problème, à bien définir quels sont les tenants, les aboutissants, les objectifs et ainsi de suite, et à écrire le chemin qui permet d'arriver à la solution, ou enfin à atteindre l'objectif en tout cas. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est clé, parce que c'est peut-être que des choses que parfois on oublie dans des environnements plus changeants, et ça permet de fixer des repères qui sont en fait des bonnes méthodes de travail pour la suite. En arrivant dans un grand groupe, on va avoir l'opportunité de découvrir des méthodes de travail éprouvées, de monter en compétences en étant entouré d'experts du domaine. Et si j'en crois Rémi, tous les grands groupes ne sont pas aussi rigides que j'aurais pensé. Je suis donc impatiente de me pencher sur le cas des startups. Qu'est-ce qui peut les rendre plus attractives que ces grands groupes aux multiples avantages ? Je vais chercher des réponses avec Robin. Avant de devenir consultant chez Roland Berger, il a travaillé dans 2 startups dans le domaine de la tech. Bonjour Robin. Bonjour Alice. Alors Robin, tu connais bien le monde de l'entrepreneuriat. Comment tu décrirais l'esprit, l'ambiance startup ? Le but d'une startup, c'est de grandir. C'est pour ça que c'est une startup et pas une petite entreprise. C'est parce que son but, c'est la croissance. Donc je pense que la principale composante de l'esprit startup, c'est cette espèce d'élan commun porté vers la croissance qui est emmené par les fondateurs. Donc il y a une présence très forte des fondateurs dans une startup qui insuffle un peu cet élan, cette volonté de grandir et de prendre des risques, et qui l'insuffle à tous les employés. Donc c'est aussi une deuxième caractéristique, c'est la proximité hiérarchique dans une startup, avec les fondateurs quand elle est petite, mais même avec tous les employés quand elle est un peu plus grande. Troisième caractéristique peut-être, ce serait donc cet esprit de prise de risque qui est un peu une condition de la croissance. Un des grands principes d'une startup, on dit c'est fail fast and gracefully, donc échouer vite mais avec grâce, je pense qu'on pourrait traduire ça comme ça. Et donc il y a toujours cet esprit de prise de risque et d'essayer des nouvelles choses, quitte à se tromper complètement pour apprendre en fait par une sorte d'apprentissage itératif.
Et ça, vraiment, d'expérience, quand on rejoint une start-up, on peut vraiment se tromper, quoi. C'est pas juste des grands principes. Oui, bien sûr. Alors, je veux pas faire de généralité parce que je connais pas toutes les startups, mais oui, c'est en fait aussi lié à la responsabilisation qu'on a en startup. Ça veut dire que comme il y a peu de gens pour faire beaucoup de choses, même en étant très junior, on peut être amené à gérer des choses assez importantes. Et en fait, cette responsabilisation, forcément, amène à faire des erreurs. L'erreur est rarement vue, je pense, comme mauvaise en soi. Alors évidemment, si on la répète, oui. Mais si elle permet d'apprendre et de grandir plus vite, c'est ce qu'il faut viser. Qu'est-ce qui a changé, toi, dans ta manière de vivre ton travail aujourd'hui ? Déjà, pourquoi tu as choisi le conseil après avoir eu ces expériences-là ? Moi, ce que j'apprécie dans le conseil, c'est le fait qu'on travaille sur des sujets très divers, qu'on apprend énormément, que le rythme est très soutenu et avec des partenaires de travail, enfin des collègues toujours différents. Une start-up, il y a une forme d'incertitude fondamentale liée à la réussite de la start-up, surtout quand elle est early stage. Donc moi, comme j'ai travaillé dans des petites structures, c'était des startups qui avaient quasiment pas de chiffre d'affaires. Et donc, le résultat à moyen terme de la startup est extrêmement incertain. Et donc, c'est assez insécurisant de vivre levée de fonds après levée de fonds. Et donc, il y a toujours une forme de remise en question où il faut démontrer très rapidement ce qu'on est capable de faire dans une startup en moins de 18 mois pour convaincre des investisseurs de remettre de l'argent dans l'entreprise. Une autre raison pour laquelle j'ai choisi le conseil, c'est le fait que la réflexion est extrêmement rigoureuse et cadrée. Il y a un côté analytique pur et une rigueur extrême qu'on aura peut-être moins dans une start-up, où on va potentiellement faire plus confiance à son intuition et à ses qualités personnelles plutôt qu'un esprit purement analytique. Et justement, c'est quoi les qualités personnelles, les qualités humaines qu'il faut avoir, d'après toi, pour s'épanouir en start-up ? Ça dépend évidemment du poste qu'on va choisir dans une start-up, mais je pense que dans tous les cas, il faut un certain degré d'autonomie et de proactivité. Parce que dans une start-up, si on attend de se faire dire ce qu'on doit faire, il ne va pas se passer grand-chose. Et au contraire, c'est en mettant de l'énergie dans l'entreprise de façon proactive et de façon volontaire et de façon généreuse qu'on va pouvoir s'épanouir dans ce monde-là. Et d'après toi, quelles sont les idées reçues que les gens ont à propos des startups, celles qui sont vraies comme celles qui sont fausses ? Une première idée reçue qu'on peut avoir sur les startups, c'est quand on regarde par exemple le film Social Network sur la création de Facebook. Au tout début, la startup est créée dans une chambre d'université. Ça, peut-être que c'est vrai, j'en sais rien. Mais assez rapidement, ça se transforme en espèce de fête géante dans une villa en Californie où tout le monde joue au baby-foot et boit de la bière à longueur de journée. Donc ça, c'est une première idée reçue qui est évidemment fausse. Qu'il y a des startups dans lesquelles on joue sans doute au baby-foot, mais dans le monde du conseil aussi. Moi, je joue au baby-foot dans le monde du conseil. Il y a évidemment un côté peut-être un peu plus détendu que dans un grand groupe ou dans un cabinet de conseil, où le jean basket est plus la norme que le costume. Mais ouais, ça s'arrête là. Une deuxième idée reçue qu'on peut avoir, c'est le fait que c'est un monde de techos geeks derrière leur ordinateur en train de coder toute la journée. Et en fait, ça dépend évidemment énormément de la start-up. Il y en a évidemment qui ont une composante tech très importante, mais c'est pas que ça. Une troisième idée reçue, ça peut être qu'une start-up, c'est vraiment à la cool et que tout le monde est hyper chill et détendu toute la journée. Évidemment, comme dans chaque entreprise, il y a des enjeux très forts. Il faut aussi souvent travailler de façon très sérieuse. Mais justement, sur cette question, j'ai l'impression que les startups demandent à leurs employés des niveaux d'engagement parfois très forts, sans forcément de contrepartie en termes de, de salaire ou d'avantages. Est-ce que c'est quelque chose que toi, déjà, d'une part, tu as pu observer ? Et est-ce que c'est possible, d'après toi, de maintenir la même frontière entre la vie privée et la vie professionnelle en start-up que quand on travaille dans un grand groupe ? Je ne pense pas qu'une start-up ne donne aucune contrepartie, parce qu'il y a toujours une contrepartie. En fait, si elles arrivent à recruter, c'est qu'on y trouve son compte. Donc effectivement, la rémunération est probablement moins élevée que dans le conseil, mais je pense que ceux qui choisissent de travailler en start-up trouvent leur compte autrement. En tout cas, moi, j'ai trouvé mon compte autrement. Et c'est dans la satisfaction de participer à un projet de façon extrêmement intense et de s'impliquer personnellement fortement, comme tu l'as dit, Alice. Donc, je pense qu'il y a cette gratification du travail, mais aussi cette gratification dans l'ambiance d'une start-up. Une start-up, c'est aussi une promesse d'un environnement de travail
pas cours de récré comme on l'a dit, mais au moins agréable. Et moi, je me souviendrai toujours du tout premier stage que j'ai fait en start-up quand j'avais 18 ans peut-être. J'étais pas payé, c'était une petite entreprise, on était 4, mais à la fin, on était tous devenus amis et je me souviens de ce barbecue que le fondateur avait organisé pour nous remercier. Et en vrai, j'ai préféré avoir ce barbecue plutôt que 2 fois 500 € par mois. Ensuite, sur la deuxième partie de la question, donc sur les barrières entre la vie pro et la vie privée. Alors, il y a deux dimensions là-dedans. Il y a l'amitié qu'on crée avec ses collègues et avec ses managers. Donc ça, évidemment, je souhaite à tout le monde de nouer des liens d'amitié, au moins horizontalement avec ses collègues. En revanche, c'est vrai que dans une startup, on va probablement plus avoir cette proximité avec notre hiérarchie, avec les fondateurs ou avec son manager direct, ce qui peut être un peu plus dur à gérer, parce que c'est vrai que dans une relation purement professionnelle, il y a une forme d'efficacité, alors que quand il y a du personnel, c'est vrai qu'on va peut-être pouvoir nuire ou pas d'ailleurs au travail. Le fait qu'il y ait moins de procédures, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'agréable, mais en même temps, quelque chose qui parfois peut peut-être nous mettre des bâtons dans les roues en cas de litige ou c'est ça, ou exactement. Je pense que tant que tout se passe bien, c'est extrêmement agréable. Et moi, j'ai jamais eu de problème. Mais effectivement, je sais que quand il s'agit de négocier ce qu'ils appellent des BSPCE dans une startup, donc en fait, c'est des formes d'action qui est donnée aux employés pendant une levée de fonds. J'ai beaucoup d'amis ou de connaissances de startups qui ont eu des difficultés à ce moment-là parce que justement, ils avaient une relation de bonne entente avec les fondateurs de la startup dans laquelle ils travaillaient. Et donc, en fait, ils savaient qu'en négociant ça mettait un peu en péril cette amitié qu'ils avaient construite. Et donc, il fallait vraiment oser ou en tout cas mettre cette amitié de côté pendant un petit moment pour défendre ses intérêts. Dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'une des clés, c'est évidemment de bien choisir la start-up dans laquelle on va évoluer. Comment, en tant que jeune diplômé, on peut choisir la meilleure start-up, la start-up qui nous convient le plus ? Moi, quand j'étais jeune diplômé, je pensais que la première chose à faire quand j'allais choisir une start-up, ça aurait été de choisir le domaine dans lequel elle est active. Ensuite, le poste que j'allais avoir, donc par exemple business developer. Et enfin, l'équipe de la start-up. Et en fait, je pense que c'est ces 3 critères, mais dans l'ordre inverse. Donc je pense qu'il faut d'abord choisir une équipe avec laquelle on veut travailler. Parce que moi, j'ai jamais autant aimé travailler dans une start-up que lorsque j'étais inspiré par les fondateurs et lorsqu'ils m'apprenaient des choses au quotidien et lorsque j'admirais leur façon de gérer le risque et de mener leur ambition. Ensuite, deuxième chose, je pense que c'est le poste qu'on veut occuper dans cette start-up. Donc si on a une sensibilité sales ou plutôt opérationnelle ou plutôt technique. Et enfin, la cerise sur le gâteau, le domaine de la start-up. Donc par exemple, même si on n'est pas pris dans une start-up dont le domaine nous passionne dans un premier temps, peut-être commencer par faire ce poste, donc pourquoi pas business developer ou manager des opérations dans une start-up qui fait complètement autre chose, quitte à changer 3 ans après. Et je pense que c'est pas problématique. Et ça permettra d'acquérir de l'expérience dans un autre domaine pour ensuite transposer ces compétences dans le domaine qui nous intéresse vraiment. Explorer des environnements de travail différents, c'est ce qu'a fait Alexandre. Pendant 7 ans, il a travaillé chez Roland Berger comme consultant. Puis il a décidé de partir à la découverte d'un grand groupe, en l'occurrence Google. Cette expérience lui a servi de tremplin pour rejoindre PrestaShop, la plateforme e-commerce dont il est désormais CEO. En gros, Alexandre a des 3 casquettes : conseil, grand groupe et entrepreneuriat. Bonjour Alexandre. Bonjour Alice. Tu dirais que d'être passé donc chez Google, géant de la tech, ça a été un peu une passerelle, enfin une bonne transition entre ce que tu faisais chez Roland Berger et ensuite une start-up ? Oui, ça a été une super immersion dans l'environnement digital et tech. Et pour moi, ça m'a permis en fait de faire mes armes sur les problématiques e-commerce, digital, marketing, des grands distributeurs ou des grandes marques qui voulaient vendre en direct. Ou des pure players, donc c'est-à-dire des gens qui ont un modèle e-commerce seulement. En quoi tes expériences précédentes, avant Google, t'ont amené jusqu'à ce projet ? Qu'est-ce qui, dans ton métier de consultant auparavant, t'as un petit peu construit pour te mener vers cette voie-là ? Il y a 2-3 choses qui étaient bien en correspondance avec les profils que recherche Google. La première, c'est notre capacité de problem solving, donc de résolution des problèmes et d'analyse qu'on développe très fortement en conseil.
qui est ensuite très apprécié par les entreprises, notamment Google. Ça fait partie des 4 critères de recrutement. Je pense que le deuxième point, c'est l'esprit de challenge, la stimulation intellectuelle que l'on a en conseil, où on est en capacité tous les 3 mois de changer de sujet, changer de client, changer d'équipe. Je pense que le fait d'avoir fait du conseil a permis de m'immerger plus rapidement et d'être plus rapidement opérationnel en fait. Et alors la transition donc de Google à PrestaShop, comment ça s'est passé et dans quel monde un petit peu tu as basculé? Tu as basculé donc vers une entreprise à taille plus humaine, c'est ce que tu disais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du fonctionnement aujourd'hui de ton poste et de cette entreprise? C'est effectivement une entreprise qui est à taille humaine dans le sens où on est 130 à Paris, en région et à l'international, mais on est directement connecté en fait à un écosystème d'1 million de personnes, puisqu'il y a 1 million de personnes dans la communauté PrestaShop, et donc il y a finalement cette double dimension, une dimension très humaine chez PrestaShop, où vraiment on a une de nos valeurs qui est la proximité au sein de l'entreprise et aussi avec cet écosystème très riche. Donc ça permet d'avoir, je trouve, un super équilibre entre une entreprise effectivement d'une centaine de personnes, un peu comme un bureau parisien d'un cabinet de conseil, et puis accès à des grands groupes. Et j'adore en fait cette capacité à basculer d'un acteur à l'autre et puis d'une problématique à l'autre avec des organisations et des tailles très différentes. Une fois qu'on s'est dit ça, il y a aussi beaucoup de choses en fait que j'ai repris de mes expériences passées. Être finalement en capacité d'apporter la bonne info de manière synthétique à différents types d'audience, c'est des choses qu'on va développer en conseil, mais aussi et surtout être en capacité en fait d'animer point de vue managérial, une équipe de direction ou ensuite toute une équipe, c'est-à-dire toute l'entreprise, avec certains rituels. C'est des choses que j'ai apprises chez Google et que j'ai apporté aussi en arrivant chez PrestaShop sur mon premier poste de directeur des partenariats. C'est ce que j'ai mis en place avec mon équipe, une vingtaine de personnes, et c'est ce que j'ai souhaité renforcer ensuite quand j'ai pris la direction générale avec toutes les équipes. Et à quel moment d'une carrière tu conseillerais d'expérimenter les grands groupes ou les startups? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse type. Une première réponse, c'est déjà de savoir ce qu'on a envie de faire en fait. Si on a envie, dès la sortie d'études, dès le démarrage de sa vie professionnelle, de monter un projet, d'entreprendre, d'être directement en responsabilité, d'avoir de l'impact, de construire son propre plan de travail, d'échanger avec ses premiers utilisateurs, ses premiers clients, évidemment qu'il faut démarrer dans une startup et potentiellement continuer dans une startup. Après, il y a différentes étapes. Déjà, la startup, elle va grossir, donc ça va permettre de connaître différentes étapes d'une entreprise et puis potentiellement changer de startup, passer en scale-up à partir du moment où on souhaite aller dans une entreprise qui est peut-être un peu plus structurée, qui grossit plus vite, qui a d'autres problématiques qui sont aussi très liées en fait en fonction de la maturité et de la taille de l'entreprise. Donc ça, c'est une première voie et ça dépend vraiment de ses motivations profondes. Ensuite, si on souhaite démarrer dans un cadre plus structuré, peut-être dans une continuité un peu plus forte avec ce qu'on a connu pendant ses études, je pense beaucoup à ceux qui ont fait un parcours assez linéaire, comme moi, d'une classe préparatoire, ensuite une grande école, et que ça va rassurer de pouvoir continuer à apprendre dans un cadre un peu plus scolaire, mais aussi très dynamique, très stimulant et qui va vraiment être une continuité, mais une accélération forte. Là, pour moi, le conseil se pose avant la startup ou le grand groupe. Et ensuite, il y a effectivement certains grands groupes qui permettent de développer ce cadre analytique, rigoureux, etc. Et il y a des parcours aussi très challengeants dans des grands groupes. En fait, il faut se connaître. Je pense que la première question qu'il faut se poser, c'est apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses motivations profondes. Et chez Berger, j'ai eu la chance de pouvoir finalement avoir vraiment un premier niveau de réflexion quand j'ai décidé de partir, de rencontrer différentes entreprises, de passer beaucoup d'entretiens avant de faire mon choix pour Google. Et finalement, ça m'a permis aussi d'aller plus vite dans ma prise de décision de Google à PrestaShop. Et pour finir, ce qui est important, c'est vraiment les passerelles. Il ne faut pas se dire que une fois qu'on est parti en grand groupe, c'est grand groupe à vie, etc. Non, il y a désormais justement ces startups qui se structurent vont chercher des gens en conseil, en grand groupe
pour pouvoir continuer cette structuration, interagir avec des grands groupes parce qu'elle pourra intégrer des gens qui ont connu ça. Et à l'inverse, des gens qui auront démarré en start-up, qui auront structuré des problèmes, etc. Après, il faut vous assurer en fait que le cadre pose une certaine rigueur et qu'il y a un vrai challenge business, analytique aussi, qui est posé par la start-up. Et ce sont des compétences d'entrepreneuriat, de gestion de projet, de gestion de produits, etc. Parce que c'est aussi des nouveaux sujets, des sujets d'innovation qui vont être intéressants pour des grands groupes. Donc il y a des vraies passerelles entre les deux. Impossible de répondre catégoriquement au dilemme start-up ou grand groupe. Tout dépend des envies, des personnalités et peut-être un peu aussi des hasards qui forment chaque parcours. Les grands groupes comme les start-up peuvent constituer des environnements de travail épanouissants. Avec cet épisode, j'ai appris qu'il ne faut également pas négliger les voies intermédiaires, comme celle du conseil, qui offre une rigueur proche de celle des grands groupes, tout en intégrant des compétences et une flexibilité chères aux start-up. Dans tous les cas, aucun choix n'est définitif et les passerelles entre les différentes structures sont souvent vues d'un bon œil. Alors prenez le temps de vous connaître vous, avant tout, et vous saurez faire les bons choix. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas de whisper autour de vous.